Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Bon, encore cette semaine. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. Alors pour nous, c'est une grande première aujourd'hui. C'est la première émission en direct de la nouvelle télé scientifique sur le web qui s'appelle tout simplement universcience.tv. Pour notre première liaison, nous sommes en direct avec la base franco-italienne de Concordia, une base scientifique. Alors avant toute chose, je vous présente à tous, ainsi qu'à tous les internautes, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2010. Merci. Meilleurs vœux également. Meilleurs vœux également. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de vos recherches, du travail, de votre vie quotidienne, je voulais tout simplement savoir comment s'était passé pour vous le changement d'année. Je suppose que, comme partout sur Terre, vous avez fait la fête. Je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu quelles sont les particularités d'une fête qu'on fait quasiment au pôle Sud. Je me permets de faire la traduction à mes collègues italiens présents ici de Bien votre sûr. question. Quindi fanno la domanda per sapere come si è svolto il Capodanno qui. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Qualcuno vuole rispondere qui? Vas-y, John. Donc c'est Lucia qui va répondre. Ti presenti un po' e poi rispondi. Buongiorno, sono Lucia, un'astronoma italiana e spero che possiate comprendere, oppure Jonathan fa la traduzione. Donc elle s'appelle Lucia et elle est astronome. Per noi il Capodanno è passato in modo molto piacevole, abbiamo avuto una bella cena tutti quanti insieme preparata dai nostri due cuochi. E dopo... Le Nouvel An s'est très bien passé, nous avons fait un repas qui a commencé tout simplement par un repas tous ensemble, préparé par nos deux cuisiniers. Ovviamente la particolarità di Concordia è che in questo periodo abbiamo il sole tutto quanto 24 ore al giorno, quindi abbiamo passato il Capodanno e abbiamo fatto il brindisi sotto il sole. Donc évidemment, actuellement, nous avons le soleil 24 heures sur 24, et au moment des 12 coups de minuit, eh bien, nous avons tous trinqué sous le soleil de minuit. Voilà. Bien sûr, j'imagine que ça devait être tout à fait festif. Par contre, il y a des questions toutes bêtes qui se posent vu d'ici. C'est quels sont les manques gastronomiques, si j'ose dire, que vous pouvez subir pendant votre isolement relatif bien évidemment. Est-ce que vous pouvez recevoir régulièrement ou de façon ponctuelle pour une fête, par exemple, des produits frais, des fruits, des légumes, que sais-je? Est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de questions? Mi sta chiedendo cosa manca dal punto di vista del cibo. No, niente. Devo avvicinarmi, posso parlare da qua. No, è sensibile, puoi anche parlare. Ok, sì. Buongiorno, io sono Chiara, il capo spedizione e non abbiamo in generale problemi di cibo fresco, o anzi durante le feste per esempio abbiamo dei pasti molto particolari. Donc Chiara ici est chef d'expédition et elle souligne que durant cette période nous n'avons pas de problème particulier de produits frais pour préparer les plats. E abbiamo anche prodotti speciali perché abbiamo comunque la connessione con i voli verso la Nuova Zelanda che porta materiale scientifico e quindi anche cibo fresco. Donc actuellement, nous sommes ravitaillés en vol aérien vers la Nouvelle-Zélande pour apporter du matériel logistique et scientifique. Et à travers ce vol, eh bien, nous profitons pour apporter des produits frais particuliers pour les fêtes, par exemple. Allô, allô? Oui, je disais donc, je Vous suppose... entendez? Oui, très bien. Je disais donc, je suppose que c'est le meilleur moment pour venir dîner chez vous à Concordia. Ça doit être beaucoup plus dur, je suppose, en fin d'hiver, quand vous n'êtes pas ravitaillé par avion. L'inverno, Jonathan. Sta dicendo che adesso è il momento giusto per venire e festeggiare qui perché ci sono tutti i prodotti freschi. E sta dicendo come succede in inverno. Sta chiedendo...
Donc, je me permets de répondre à cette question. Donc, je suis Jonathan, hivernant sortant. Durant la période hivernale, durant les premiers mois, eh bien, nous finissons les produits frais qui sont spécialement conservés ici. Tandis que les mois suivants, eh bien, nous consommons les produits qui sont ou en conserve ou bien congelés, naturellement au dehors, pour subvenir eh bien, aux besoins alimentaires durant le reste de l'année. Au dehors sont conservés dans des containers tout simplement posés sur la neige, la nourriture pour tout le reste de l'année. Donc on a de la viande, du poisson, des légumes frais, voire plus que frais. Et à l'intérieur, régulièrement, le cuisinier va chercher la nourriture au dehors dans les containers pour les stocker dans des magasins ici à l'intérieur des tours. Donc nous avons un magasin sec à plus 15 degrés, un magasin frais à plus 4 et un magasin à moins 20 degrés. La particularité de ces magasins, c'est que pour refroidir l'air, eh bien, des magasins, on ne dépense pas d'énergie, il suffit tout simplement d'aspirer l'air frais du dehors vers l'intérieur pour obtenir la température désirée de moins 20 ou plus 4 degrés. Et donc, vers le mois de mai-juin, on n'a plus de produits frais et les produits frais qui ont été supplémentaires en été sont congelés pour qu'au mois de août ou septembre, à la fin de l'année, on puisse encore manger des kiwis ou des bananes. Jonathan Jacarias, vous qui avez justement passé plusieurs campagnes d'hiver comme d'été, qu'est-ce qui est le plus déstabilisant à votre avis, le jour perpétuel ou la nuit perpétuelle? C'est une question qui est très personnelle et qui évidemment change d'un individu à l'autre. Pour moi, je dirais le jour permanent, puisque bien il y a une habitude qu'on n'a pas du tout en France, c'est celle de fermer les volets lorsqu'on va se coucher, pour ne pas être dérangé par la lumière du jour. Et la lumière du jour constante a tendance à nous faire oublier que c'est le soir, qu'il est 10h ou 11h, et on a tendance à continuer, enfin en tout cas pour moi, j'ai tendance à continuer mes activités alors que je ne me rends pas compte qu'il est l'heure d'aller au lit. Et je trouve que c'est plus difficile de garder un rythme d'été que d'hiver. Donc pour vous, c'est l'été qui est le plus gênant. Je suppose que pour certains de vos collègues, c'est l'inverse. Enfin, peu importe. Quels sont les conseils que vous allez laisser à votre successeur, des conseils de vie, des conseils de comportement ou d'hygiène de vie, pour qu'il puisse à son tour passer une campagne agréable? Mon successeur est à côté de moi. Il s'appelle Boris, il est arrivé ici il y a quelques jours. Et parmi les conseils que je lui ai donnés, eh bien, c'était d'essayer évidemment de faire tout son possible à point de vue professionnel pour faire avancer les travaux de la station, mais également de faire tout son possible d'un point de vue personnel. Durant la période hivernale, comme je lui ai souligné, ce qui est très frappant, c'est que la limite entre les besoins quotidiens, professionnels et personnels, eh bien, s'en mêle. C'est-à-dire que parfois on rend des services pour un travail, et parfois on rend service pour des besoins personnels exactement de la même manière. Ici, durant l'hiver, nous sommes entre 10 et 15 personnes, et chaque personne est unique et irremplaçable durant la période d'hiver, ce qui fait que, bien, si vous avez un problème d'eau, il y a une seule et unique personne à qui vous allez demander de résoudre ce problème. Si vous avez un problème informatique, il y a une seule et unique personne à qui vous allez demander de la résoudre. Eh bien, il est important de tous collaborer ensemble pour arriver à faire avancer les besoins de la station, à la fois que ce soit pour la recherche, à la fois aussi que ce soit des besoins personnels, parce que quelqu'un qui peut se sentir, je dirais, mal à un certain point durant la période d'hiver, mais ça a des conséquences immédiates sur son travail. Et pour moi, c'est important également de répondre aux besoins des copains avant tout. Je considère même ça que pendant la période hivernale, en tout cas, c'est presque plus important, puisqu'après, eh bien, tout le monde est dépendant les uns des autres. Et lorsque, si vous êtes en froid avec quelqu'un, d'un point de vue personnel, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur le travail. Et donc, c'est important, comme je le répète, de bien s'entendre avec les collègues. Voilà.
Oui, je suppose que pendant l'hiver, il y a une solidarité obligatoire, si j'ose dire, qui est peut-être moins présente en été, où vous êtes plus nombreux, ou dans des conditions probablement un peu meilleures, alors que effectivement l'hiver, il faut euh, oublier l'individu et ne penser qu'au groupe, je suppose. Je voulais vous poser C'est ça, c'est le conseil. Oui, je voulais vous poser une autre question. En fonction de l'expérience que vous avez déjà vécue, quelles sont les qualités que doivent posséder comment dit-on, les missionnaires participants je ne sais pas, c'est le mot qui me vient le premier, le mot missionnaire. Vu de l'extérieur, le mot paraît pas trop fort quand on voit les conditions dans lesquelles vous vivez. Donc, quelles sont les bonnes qualités qui sont indispensables à votre avis pour quelqu'un qui va passer quelques mois chez vous? Quelle sono le qualità per qualcuno che deve venire qui? T'es sûr de les avoir? C'est parfait. Per me, puoi fare la traduzione, John? Sì. Secondo me una cosa importante sono le motivazioni professionali, perché più si è motivati a fare il proprio lavoro, più si è attivi durante tutto quanto l'anno. Donc Lucia, qui a hiverné ici l'année dernière et qui revient ici en campagne d'été, souligne que pour elle, ce qui est le plus important, c'est la motivation professionnelle qui va maintenir une attention constante durant toute l'année. Altre cose sicuramente la pazienza, perché un periodo così lungo è difficile da affrontare, ci sono momenti facili, momenti difficili e bisogna essere tenaci nell'andare avanti. Et donc une autre qualité selon elle, c'est la patience, puisque dans des moments aussi longs, Sì, ci sono momenti facili e momenti il y difficili a des moments faciles et plus ou moins difficiles à traverser. e bisogna avere la tenacia per andare avanti. Il faut conserver de la ténacité pour aller de l'avant. La base Concordia est à peu près à 3200 mètres d'altitude. C'est encore relativement haut, même si on était, même quand on est en Europe, ça demande une adaptation particulière. Ça demande sans doute pour vous une adaptation supplémentaire. Comment le gérez-vous? Est-ce que ça induit une fatigue supplémentaire ou une pénibilité des efforts? Comment vous vivez cette altitude? Je fais une brève traduction pour mon successeur Boris qui va répondre. Donc, sta chiedendo com'è l'adattamento all'altitudine o altre cose quando arrivi sul sito. Sì, beh, l'adattamento è come quando si va in alta montagna, quindi si va incontro a dei mal di testa, magari anche della nausea, però insomma nel giro di 2 o 3 giorni, un paio di giorni questa passa. Donc il souligne que l'adaptement est équivalent à l'adaptement en haute altitude, en haute montagne, c'est-à-dire ça se traduit par un mal de tête qui dure 2 o 3 jours et qui passe par la suite. Sì, e dopo rimane comunque un affaticamento generale, quando si fanno le scale viene fiatone o al minimo sforzo ci si affatica. Et il reste de toute façon une fatigue générale due à l'altitude dans la vie quotidienne, quand on porte du matériel, quand on monte les escaliers. Sì. E inoltre ci sono problemi, diciamo, per la secchezza dell'aria, quindi bisogna sempre tenere le labbra ingrassate con il burro cacao, diciamo, oppure le mani con la crema, problemi di questo tipo, ecco. Il y a aussi d'autres problèmes à l'arrivée qui sont dus à l'air sec. Donc ici, l'air est très très sec et il faut constamment s'imbiber les lèvres de crème et les mains également. Ça ne doit pas être facile tous les matins. Justement, on a une question d'une internaute, une dénommée Delphine, qui nous demande comment vous faites pour supporter des températures réellement polaires de moins 50, moins 60 degrés. Cette personne a l'air terrorisée par les températures. Comment vous vous équipez? Racontez-nous. Oui, bonjour, Jamel Mekarni, astronome. Mais en fait, pendant la période d'été, les températures ne sont pas vraiment très très froides. Il fait autour de moins 30 degrés. C'est relativement sec, donc avec une bonne tenue, les tenues dont on dispose ici nous permettent facilement de travailler à l'extérieur.
Par contre, effectivement, pendant l'hiver, les températures descendent en dessous de moins 60, moins 70 degrés. Là, c'est très très difficile, hein, donc il faut se couvrir entièrement toutes les parties du corps. Et le problème aussi, c'est quand il y a du vent. Quand il y a du vent, c'est vraiment la température ressentie descend à moins 200 degrés. Et là, effectivement, on limite nos activités extérieures au minimum. Et généralement, nos instruments sont devant, à côté, on a des abris chauffés. Donc, on alterne le travail à l'extérieur. On ne dépasse pas les 10 minutes, un quart d'heure en général, et puis on se réchauffe, et après on sort, et ainsi de suite. Donc on arrive à supporter ces températures parce qu'on est très très bien équipé et qu'on fait attention aussi. Oui, bah écoutez, je comprends bien. En ce moment, il fait à peu près moins 4, moins 5 le matin sur Paris, et les gens sont frigorifiés. Alors on imagine très bien ce que ça peut être pour vous. On va passer à autre chose, c'est-à-dire au travail qui se fait sur place. Et puis, je voulais tout simplement, avant de parler de vos recherches, de votre travail, vous demander ce que vous pensez, vu depuis chez vous, des résultats controversés, semble-t-il, du sommet de Copenhague. Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Oui, bonjour, Joël Savarino, je suis chercheur au laboratoire de glaciologie à Grenoble. Donc bon, on a eu peu d'informations qui nous sont revenues de la conférence de Copenhague. Les bribes qu'on a pu avoir à travers des dépêches montrent qu'effectivement que les décisions qui ont été prises sont au minima. C'est-à-dire qu'apparemment, le terrain d'entente, c'est de limiter l'augmentation de la température de 2 degrés, mais sans mettre en fait de contraintes sur les émissions et surtout sans donner une échéance sur comment réduire les émissions et donc limiter l'augmentation de température de 2 degrés. Donc apparemment, j'ai plutôt tendance à croire que c'est un fiasco, que ça ne servira pas à grand-chose, que finalement tout va continuer comme dans le passé, et donc on peut s'attendre au pire dans les années à venir si des résolutions contraignantes ne sont pas prises rapidement. Oui, on a un peu la même impression par ici. On parle beaucoup ici de la fonte de la calotte polaire nord. Qu'en est-il chez vous ? Est-ce qu'il y a des signes évidents de réchauffement de la planète vus depuis chez vous ? Alors, vu depuis le Domsee, non. Hein, on est à moins 55 de température moyenne annuelle. Si on passe à moins 52, ça ne va pas vraiment changer le paysage. En revanche, c'est tout ce qui est au niveau des côtes. Donc on est à la limite de la fonte, ce qu'on appelle la ligne d'équilibre, où l'accumulation est équilibrée par en fait la fonte annuelle. Donc sur ces marges, on voit, il me semblerait qu'il y ait effectivement des signes de réchauffement, notamment pour tout ce qui est du côté de la péninsule, donc la partie qui fait face à l'Argentine, le Chili, hein, le sud de l'Amérique. Là, on voit effectivement des glaciers qui s'écoulent plus rapidement, des shelves, donc ces étendues de glace qui se brisent, avec donc une évacuation d'iceberg qui serait plus importante. Il y a des signes aussi au niveau de la température, une élévation de la température sur ces zones-là. D'accord. Joël Savarino, puisque vous êtes en ligne, je voulais vous poser quelques questions concernant votre spécialité. Vous êtes glaciologue. Que cherche-t-on dans les glaces de l'Antarctique ? Alors, plusieurs choses. Enfin, bon, le site est connu mondialement pour avoir en fait foré la glace la plus ancienne. Donc on est remonté environ à 800 000 ans d'histoire climatique à travers le matériau glace. Donc le fait que les couches ici annuelles de neige ne fondent jamais, elles s'accumulent sur une certaine durée, et donc en forant, plus on atteint de la glace profonde et plus on remonte dans le temps. Donc une des particularités du site est de pouvoir accéder à un passé climatique à travers évidemment les bulles d'air que l'on peut analyser dans ce matériau glace, mais aussi à travers d'autres impuretés qui sont présentes sous la forme dissoute
dans le matériau. Donc ici, actuellement, le forage est terminé, donc les échantillons ont été expédiés en Europe et sont toujours étudiés actuellement. En revanche, les opérations qui sont conduites sur site est de pouvoir interpréter d'une meilleure façon l'enregistrement qu'il y a dans les glaces. Parce qu'en fait, entre l'atmosphère et la glace, il se trouve une couche de neige qu'on appelle le névé, qui est en transformation entre l'état de neige et l'état de glace. Et ce matériau-là a besoin d'être étudié pour pouvoir vraiment bien interpréter ce qu'on trouve dans la glace. D'accord, c'est ce qui explique que même s'il n'y a pas de forage aujourd'hui, il y a toujours la nécessité d'avoir un glaciologue sur place. Plus d'un. Hein. On doit être 5-6 du laboratoire, étudiant différentes parties. Certaines personnes étudient la météorologie, donc l'évolution à l'année en fait des conditions météo. D'autres personnes font de la chimie, d'autres personnes font de la physique de la glace ou de la neige. D'autres étudient les propriétés radiatives du manteau neigeux, mais aussi de l'atmosphère. Donc il y a plusieurs, en fait, c'est une combinaison de plusieurs disciplines, en fait, qui permettent au final d'avoir une information sur le passé. Justement, puisqu'on parle du passé, dans les glaces que vous avez étudiées, je suppose que les plus récentes montrent des traces d'activité humaine, que ce soit des fumées industrielles ou ce genre de choses. À partir de quelle époque on peut retrouver des traces d'activité humaine? Alors justement, une des particularités de l'Antarctique, c'est de ne pas avoir encore subi, au moins pour certaines espèces chimiques, d'influence industrielle. En fait, l'Antarctique est assez bien isolé, avec un océan circumpolaire qui l'isole en fait du reste du globe. Et donc les seules espèces industrielles, entre guillemets, que l'on reçoit ici sont les gaz à effet de serre, ces gaz qui ont un temps de vie suffisant dans l'atmosphère pour pouvoir atteindre le site. En revanche, on ne retrouve pas des pollutions de type, par exemple, le plomb, ou du mercure, ou des espèces qui sont dues à des rejets industriels, du fait qu'ils sont en fait éliminés de l'atmosphère avant d'atteindre le site. En revanche, pour le Groenland, où là on a aussi la présence d'une calotte polaire, là effectivement on enregistre donc toute l'évolution de l'industrialisation des économies depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, avec même certaines réussites, hein, puisque par exemple pour ce qui est des contaminations au plomb, on a vu une diminution des concentrations dans la neige suite en fait à l'élimination des essences plombées. Comment sont conservées les carottes de glace qui ont été extraites dans les années précédentes? Une partie, si j'ai bien compris, a été expédiée en Europe, une partie est conservée chez vous. Comment conservez-vous ces carottes de glace? Je suppose pas simplement en tas comme des bûches. Non, non, elles ont été, bon, ça a été une négociation, puisque ça a été un projet européen, donc plusieurs nations, plusieurs groupes de recherche. Donc en fait, il discutait avant même le forage la découpe de la carotte et donc quel morceau va partir chez quel laboratoire. Il a été décidé lors de cette négociation en fait de garder une archive. Alors pourquoi une archive? Tout simplement parce que les techniques évoluant avec le temps, il est possible que demain on puisse faire des mesures nouvelles sur ce matériau qui sont aujourd'hui inaccessibles. Donc il a été décidé effectivement de garder une moitié ou un quart de carotte. Et en fait, le meilleur frigo du monde, le meilleur congélateur du monde, eh ben, c'est ici. Hein, on est sûr qu'il ne tombera jamais en panne, celui-là. Donc, il est stocké sous terre. En fait, il y a un tunnel qui est creusé, pas sous terre, sous glace. Un tunnel a été creusé dans lequel sont stockés le quart de carottes qui sont dans des cartons en sachet et maintenus à une température de l'ordre de moins 40, moins 45. D'accord. Il y a d'autres lieux de forage en Antarctique. Est-ce que vous avez accès éventuellement, avec des accords qui ont été préparés à l'avance, au carottage des autres bases? Alors oui, ça se passe un peu de gré à gré, par connaissance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on connaît à peu près les plus grands forages. Hein. Il y a une archive qui est assez bien maintenue. Il y a même un site internet, en fait, qui est maintenu
un site américain qui maintient donc une archive de toutes les glaces qui ont été collectées. Et généralement, comment ça se passe, c'est que les personnes qui sont impliquées directement dans le forage ont un accès privilégié à cette glace. Et au bout d'un certain nombre d'années, généralement autour de 5 à 10 ans, cette glace devient accessible à n'importe quel chercheur qui en fait la demande. Alors il existe toujours un comité qui va relire la demande du chercheur, et si elle est approuvée, à ce moment-là, il a accès à la glace. D'accord, il y a à la fois des façons formelles et d'autres informelles d'avoir accès à la glace, semble-t-il. Aussi, et selon l'importance aussi de la glace. Il y a des glaces, bon, plus la glace est ancienne, bien sûr, plus elle a de valeur, puisqu'elle est difficile en fait à forer. En revanche, pour tout ce qui est des forages superficiels qui vont jusqu'à une centaine de mètres et qui peuvent remonter en gros 2000 ans d'histoire, là c'est vraiment du gré à gré, de collaboration, connaissance, et on arrive comme ça à s'échanger du matériau. Ça, c'est une question qui me vient juste à l'instant là. Est-ce qu'il y a des événements autres que des activités humaines qui sont enregistrés dans les glaces? Je ne sais pas, je pense à une éruption volcanique où il pourrait y avoir des couches de cendres ou des choses comme ça. Oui, effectivement, on retrouve les éruptions volcaniques, d'ailleurs qui nous servent d'horizon et qui nous permettent de temps en temps aussi de dater la glace, notamment l'éruption de 1991 du Pinatubo, qu'on retrouve assez bien marqué, qui doit se trouver à peu près à 4 mètres de profondeur aujourd'hui. Mais on connaît d'autres éruptions plus éloignées, celle du Tombora de 1816, et puis on peut remonter jusqu'à peu près, je dirais, 2 à 3 000 ans sur des éruptions connues. Ensuite, on a toujours des éruptions volcaniques, mais l'origine est la plupart du temps inconnue, par manque de données historiques tout simplement sur la zone dans laquelle l'éruption a eu lieu. On retrouve aussi des retombées radioactives, des essais nucléaires des années 50, à la fois américains et russes, qui ont eu la bonne idée de tester leurs bombes dans l'atmosphère. Et donc, on retrouve ces horizons radioactifs. Et l'intérêt, en fait, de faible intensité, hein, quand même. Oui, oui, j'entends bien. Ce qui est intéressant, c'est que tout se conserve manifestement dans les glaces. C'est effectivement un gigantesque congélateur pour l'histoire de l'humanité, ou pour une histoire de l'humanité, si j'ose dire, ou bien avant l'humanité. Oui, effectivement. À condition que le phénomène soit assez global et de grande ampleur pour qu'il puisse en fait arriver jusqu'à un site comme Domsé. D'accord. Voilà une question d'internaute. Ah, c'est Delphine qui me demande: avez-vous trouvé de l'eau à l'état liquide dans les profondeurs? C'est Delphine qui répond à Delphine. Eh ben, je m'appelle Delphine, donc voilà, bonjour Delphine. Pour la parole. Le forage de Domsé, il y a eu des mesures de température qui ont été faites dans le trou de forage, et plus on descend et effectivement plus on s'approche du socle et plus la glace se réchauffe. Actuellement, on est proche d'une température de -2 degrés. On n'est pas descendu plus bas avec le carottier pour des histoires, notamment effectivement de cette glace se réchauffant. Ça fait un espèce de milkshake. Donc quand on descend le carottier, quand on le remonte dans le trou de forage, on a toujours peur de le coincer. Donc le forage n'est pas descendu jusqu'au socle. Donc on n'a pas eu cette eau liquide qui a été remontée. Par contre, il y a eu des images satellites, des images radars qui ont prouvé qu'il y avait effectivement de l'eau liquide sous le continent antarctique. Donc il y a un réseau hydrographique qui existe. Il y a notamment des lacs. Il y a un fameux lac qui est sous la base de Vostok. Donc des quantités d'eau liquide effectivement assez importantes, dont on ne connaît pas l'âge pour le moment. Donc de l'eau liquide existe, mais on n'en a pas remonté jusqu'à présent. Effectivement, on n'a pas remonté cette eau liquide pour le moment. J'étais au courant de l'existence du lac Vostok, et je m'étais demandé justement si on avait été jusqu'à l'eau liquide et si on avait remonté un échantillon de cette eau liquide pour l'analyser et ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres... Vous avez parlé d'un réseau, il y aurait donc plusieurs lacs de ce type. Sont-ils reliés par des rivières souterraines? En savez-vous quelque chose ou pas?
je vais reprendre la parole. Pour ce qui est du lac de Vostok, en fait, on a eu accès à de l'eau du lac, mais qui a regelé. Bon, c'est un système un peu particulier, mais il y a une différence de pression entre l'amont et l'aval, ce qui fait qu'en fait, on a une fonte à l'amont et un regel à l'aval. Et il s'est trouvé que le forage de Vostok est à l'aplomb de l'aval, et donc on a pu remonter en fait de la glace de glacier, de l'eau de lac, pardon. Et ceci dit, elle est extrêmement pure. On est toujours en train de rechercher des bactéries à l'intérieur. Mais on n'a pas eu accès directement à de l'eau liquide. Hein. Donc lorsqu'il y a transformation entre l'eau liquide et la glace, il y a forcément une expulsion d'impuretés. Donc on ne sait pas si cette glace représente exactement la chimie qu'il pourrait y avoir dans ce lac. Pour ce qui est du réseau hydrographique, en fait, il a été observé apparemment des décharges de lacs à d'autres lacs. En fait, il y aurait des vallées avec des canyons, hein, comme on peut l'imaginer sur n'importe quel continent, et de temps en temps des ruptures de barrages ou de moraines, probablement, et des vidanges d'un lac vers un autre. Donc ça a été observé il y a quelques années, je crois, par des missions radar, D'accord, on commence à savoir quand même beaucoup de choses. Malgré tout, il en reste certainement des quantités à découvrir. Quelles sont, à votre avis, les prochaines pistes de recherche dans les années à venir? Vaste question. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir une intensification des recherches radar? J'ai pas entendu la fin de la question, mais ce qui est sûr, c'est d'avoir une meilleure couverture du continent. À l'heure actuelle, il n'existe que 3 bases à l'intérieur du continent, donc il est assez difficile d'avoir un jeu de données significatif sur lequel on puisse faire des tendances, voir un peu l'évolution des températures sur le continent, puisque c'est quand même un des gros acteurs pour ce qui est de la montée des eaux de l'océan. Sinon, peut-être mes collègues ont des idées sur quelles pourraient être les... Bon, il y a toujours cette idée d'aller chercher la glace la plus ancienne qui puisse exister sur le continent. Donc il existe aussi des études qui sont menées à l'heure actuelle de cartographier le socle rocheux pour éventuellement identifier une zone où on pourrait remonter au-delà du million d'années pour l'âge de la glace. Il y a toutes les études qui sont faites actuellement par nos collègues astronomes du fait de la pureté de l'atmosphère qui donc approche des qualités de transparence proches de l'espace, mais peut-être que tu pourrais compléter ce point-là. Il existe aussi tout un programme sur le comportement humain, notamment avec une sorte d'analogue, un voyage éventuellement vers d'autres planètes, dans lequel on a des personnes qui sont confinées dans un milieu restreint, donc ce qu'un peu évoqué Jonathan au début de son intervention. Voilà, peut-être que d'autres personnes ont des idées. Tu veux compléter sur l'astronomie? Oui, je peux éventuellement. C'est Jamel Mekarnia, donc je suis astronome. Effectivement, les études qui ont été menées sur ce site depuis plus de 5 ans ont montré que la qualité d'atmosphère est très très pure. Hein. On est beaucoup mieux que tous les autres observatoires du monde, et on est en fait entre les meilleurs observatoires et l'espace. Et les astronomes rêvent effectivement de construire donc de très grands télescopes pour pouvoir effectivement bénéficier de cette qualité donc du site. Actuellement, il y a plusieurs projets, hein, donc des projets franco-italiens. Donc nous, l'université de Nice, nous avons cette année un télescope qui partira à la recherche de planètes extrasolaires. Nos collègues italiens disposent d'une antenne submillimétrique, développent aussi, ils font des tests sur un télescope infrarouge, parce que ce domaine aussi est très très privilégié ici, hein, donc la qualité de ce site dans le domaine infrarouge. Il y a aussi une autre particularité de ce site, c'est que pendant 3 mois, il fait nuit,
Et donc on peut observer en continu, chose qu'on ne peut pas faire dans les autres observatoires. Eh bien, on va espérer que dans les années à venir, il y ait un gros télescope européen qui soit installé au Dôme C à plus d'une trentaine de mètres d'altitude, si je ne me trompe, puisque vous avez une qualité de l'air qui est nettement meilleure au-dessus de 30 mètres d'altitude qu'en dessous. Écoutez, c'est le vœu conforme. Il y a d'autres bases en Antarctique. Est-ce que vous avez des rapports réguliers avec les gens qui y vivent, qui y travaillent, qui font à peu près le même, qui mènent à peu près le même genre de vie que vous? Est-ce que vous avez des rapports réguliers? Est-ce que vous vous voyez parfois? Est-ce que vous faites la fête aussi? No. Sì, prendo io la parola. Abbiamo dei rapporti con altre basi per quanto riguarda i collegamenti aerei, oppure abbiamo dei ricercatori che a volte fanno delle collaborazioni scientifiche con i nostri ricercatori, per cui abbiamo degli scambi tra una base e l'altra. Donc nous avons deux types de communication avec les autres bases. Le premier est d'ordre logistique, en particulier pour organiser les vols aériens. Et le deuxième est d'ordre professionnel, puisqu'il y a beaucoup de collaborations qui sont faites entre différents chercheurs de différentes bases. E volevo solo aggiungere che esiste un accordo tra tutte le basi antartiche, in caso di emergenza e di evacuazione medica c'è una collaborazione tra le varie basi di ricerca. Il existe également une collaboration entre toutes les bases antarctiques qui permettent d'effectuer une évacuation sanitaire. Ça c'est logique. E poi se vuoi aggiungere te, Jonathan, per quanto riguarda il midwinter. Je vais me permettre d'ajouter un petit point. Donc effectivement, ce que vient de mentionner notre chef d'expédition est valide surtout pour la période d'été. En ce qui concerne la période hivernale, il y a très peu de communication entre les bases. Ici à Concordia, eh bien, nous situons dans un endroit où la base la plus proche est à 800 km, c'est Vostok, et les autres bases les plus proches sont Dumont d'Urville, à 1000 km sur la côte, et Marius Zucchelin, station italienne qui n'est ouverte que pendant la période d'été. Donc nous sommes très isolés, et par conséquent, nous effectuons peu de communication avec les autres bases qu'en fait nous connaissons très peu. Or, à certaines célébrations, comme Noël, ou ici notre Noël antarctique qui se célèbre à la mi-juin, c'est un peu l'équivalent d'une fête de notre Noël à nous en hiver. Et on appelle ça la midwinter, c'est la célébration en fait de la journée la plus courte sur les côtes. Ici évidemment c'est le noir total. Et cette célébration a été instaurée par Shackleton lui-même, qui, durant la période hivernale, essayait de remonter le moral de ses hommes en inventant des jeux. Et donc, c'est une période de festivité dans toutes les bases antarctiques, et on se les célèbre de base en base en s'envoyant des messages écrits par mail, et en général accompagnés d'une photo comique. Donc, à cette période-là, on reçoit des vœux d'Aimitri, la base indienne. On reçoit des vœux de Amundsen Scott, la base américaine au pôle sud. On reçoit des vœux de base de toutes les nationalités qui sont éparpillées sur tout le continent. Bien, mais écoutez, je crois qu'on va à peu près s'arrêter là-dessus, d'une fête à l'autre. Nous célébrons ici le passage à l'année 2010. Vous venez de me parler de la fête de Midwinter, je suppose que c'est tout simplement le solstice d'été, ou plutôt le solstice de juin, on va dire. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette première émission en direct de Universcience.tv, et à ceux qui vont regagner l'Europe, je souhaite un bon retour à la civilisation, et j'espère qu'il ne sera pas trop dur pour vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Juste avant de vous quitter, je vais essayer de vous faire un petit cadeau pour vous montrer que, ce n'est pas un gag et nous ne sommes pas dans un studio à Paris. Il va ouvrir la porte. Ouvre la fenêtre. Donc voici une vue qu'on a depuis notre fenêtre. Non, sans plaisanter, c'est vraiment splendide chez vous, et ça donne envie de venir faire un tour tout au moins en été. Merci encore à vous.
Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Adesso che è bellissimo perché